Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Dans son monastère irlandais de Kilkenny, frère John Glynn rédige des annales. Et l'année 1349, point de doute, est celle de la peste. Elle est venue de Dublin par bateau, sans doute depuis Bristol et le sud-ouest de l'Angleterre. Je le cite, « Cette peste fut à son comble durant le carême et le 6e jour de mars, 8 des frères prêcheurs moururent. On ne trouvait que rarement une maison où seulement une personne fut morte, mais régulièrement le mari, la femme et les enfants avaient pris ensemble le chemin de la mort. Et moi, frère John Glynn, de l'ordre des frères mineurs, parmi les morts, j'attends la mort. Je laisse un parchemin pour continuer l'œuvre si, par chance, quelqu'un de la race d'Adam peut échapper à cette pestilence. » Puis, plus rien. L'écriture s'arrête brusquement. Mais nous sommes de la race d'Adam et il faut bien donc que certains aient échappé à cette pestilence pour que l'on puisse lire cela, les derniers mots d'un homme qui, voyant tout le monde mourir autour de lui, se sentant mourir à son tour, pouvait croire que l'histoire de l'humanité trouvait là son achèvement. Alors ça reprend. Un peu plus bas, d'une autre main, la main d'un survivant, un qui, parmi les morts, attendait peut-être lui aussi la mort, qui n'est pas venue. Souvenez-vous de ce texte qui nous accompagnait la semaine dernière, Mémorandum de la peste, de Georges Didier Huberman. Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui ose dire « mes yeux ont tout vu », un mélancolique, un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir. Celui-là, d'une autre main, ajoute « videtur quod autor hic obut ». Il semble que l'auteur soit mort ici. Mais où ici? Ce qui est désigné n'est pas un endroit ou une portion d'espace, mais un intervalle de temps où se situe le lieu de l'écriture. D'ailleurs, vous voyez, elle reprend une fois en 1375, une autre fois en 1405, continuant donc la rédaction des Annales d'Irlande, qui ont fait l'objet d'une édition savante par Bernadette Williams en 2007, et qu'on ne connaît que par des copies du XVIIe siècle, qui toutes, il y en a 5 exemplaires à Dublin et à Londres, toutes comportent cette incise « Ici, il semble que l'auteur soit mort ». Car la peste, comme les mauvais dramaturges, ne sait pas finir. Elle continue, ou plutôt, elle recommence, comme dans le théâtre de cet autre Irlandais, Samuel Beckett, poète des recommencements et porteur de cette sinistre nouvelle, l'homme peut être détruit, mais il reste indestructible. Voilà qui est vraiment accablant, écrit-il, parce que nous n'avons plus aucune chance de nous voir jamais débarrassés de nous, ni de notre responsabilité. C'est dans le dépeupleur. C'est donc qu'il n'y a pas de limite pour Beckett à la destruction de l'homme. Tout finit et tout reprend. Je le cite à nouveau, « Tous se figent alors, tout va peut-être finir, au bout de quelques secondes, tout reprend. » Il y a toujours une main nouvelle pour recommencer. Je m'intéresse à cette main-là, celle qui s'arrête au bord de l'impossibilité de dire l'écriture du désastre, puis reprend. Je m'intéresse à cette reprise-là, reprendre langue après la mort, ou d'après elle. Je m'intéresse, comme je l'ai dit lors de la première séance, à ce mot biffé dans un acte notarié marseillais, mortalitas, et puis quoi derrière? Évidemment que c'est la peste. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle. Nous en étions là, la semaine dernière, dans l'indistinction chronologique d'une fiction politique. Plongeons dans cette évidence, évidemment que c'est la peste, pour en troubler la transparence, et tentons de prêter l'oreille, c'est le travail d'aujourd'hui, au nomen pestis, au nom de peste, et à ce qu'il fait quand il surgit, et avec lui, l'annonce d'une maladie du passé, dont on ne sait rien, sinon qu'on n'avait jamais vu ni lu que tant de gens puissent mourir
en même temps et si vite. Partons donc d'un témoignage pour y entendre le son que produit l'irruption de ce mot pestis ou pestilentia. On verra comment les mots se répondent. Ce témoignage, cela peut être par exemple celui de Jean de Venette. Alors Jean de Venette, on sait désormais, depuis assez peu, que c'est l'auteur de cette chronique latine qu'on a longtemps pris à tort comme une continuation de la chronique de Guillaume de Nangis rédigée à l'abbaye royale de Saint-Denis. Jean de Venette, c'est le prieur du couvent de l'ordre du Carmel, qui se situe alors sur la place Maubert, à Paris. Il n'a pas l'ambition d'écrire ni une chronique universelle, ni une chronique royale. S'il prétend, je le cite, « raconter les événements qui se produisent dans ce royaume et quelques-uns de ceux qui eurent lieu alentour », ce n'est pas pour écrire une grande histoire universelle, mais seulement une chronique de type analytique où il cherche à distinguer le témoignage de la rumeur. Quoique d'origine paysanne et témoignant d'évidentes sympathies populaires, notamment lors des commotions de la moitié du XIVe siècle, Jean de Venette est un lettré qui peut s'appuyer sur les ressources livresques de son ordre, la bibliothèque dont il devient l'ordre des Carmes, dont il devient le supérieur en 1341. En tant que carme, il défend justement une conception d'un temps annoncé, comme l'écrit Colette Beaune, éditrice de sa chronique latine. Entendez que c'est une temporalité orientée par la prophétie, et notamment par celle d'Élie et d'Élisée, fondateurs du mont Carmel de Jérusalem. Lorsque un carme fait vœu, lorsqu'il entre dans l'ordre, on lui dit « Vous serez les fils des prophètes ». Alors, bien évidemment, la peste est annoncée par quelques signes astrologiques, mais c'est un événement qui, globalement, met en échec cette conception d'un temps prophétisé. Au mois d'août de cette année-là, on vit au-dessus de Paris, lit-on chez Jean de Venette, une étoile dans la direction de l'ouest, très grande et très claire, après l'heure de vêpres, alors que le soleil commençait à baisser. Ce n'était pas une comète comme les autres, elle paraissait fort grosse et semblait éclater en plusieurs rayons. Je laisse aux astronomes le soin d'en décider, mais il est bien possible que ce fût la pestilence qui allait venir bientôt à Paris et dans toute la France, comme ailleurs. Bien possible, mais pas certain. Voilà le fait saillant. Il faudrait alors imaginer qu'une catastrophe si considérable ait pris les hommes au dépourvu sans que Dieu ne daigne leur envoyer quelque avertissement pour les prévenir sous la forme de signes à déchiffrer. Telle est la tonalité générale de la suite du récit de ce carme qui voit effectivement, au fond, la prophétie mise en défaut, et je le cite à présent. Cette même année à Paris et dans le royaume de France, comme dans les autres parties du monde, ainsi que l'année suivante, il y eut une telle mortalité d'hommes et de femmes, plutôt les jeunes que les vieux, que l'on pouvait à peine les ensevelir. Donc d'abord le débordement. Tout de suite, la panique funéraire. Les hommes, les femmes, les jeunes plus que les vieux, c'est une question qui intéresse beaucoup la démographie historique. En tout cas, retenons au moins ceci, scandale, les jeunes autant que les vieux. Je poursuis. Ils n'étaient malades que 2 ou 3 jours et mouraient rapidement, le corps presque sain. Qui aujourd'hui était en bonne santé, demain était mort et porté en terre. Voilà l'autre scandale. Le monde est décidément vide de signes. Nous sommes signes célestes, mais signes aussi corporels de la maladie qui s'annonce. Vous voyez que nous sommes bien loin des visions hallucinées de la description d'un corps martyrisé par la peste, sillonné par les symptômes, comme on le lit par exemple chez Antonin Artaud, mais qui lui-même a lu toute la littérature de peste. Bon, d'abord parce que là, ce qu'on reconnaît en 3 jours, mort presque en bonne santé, j'allais dire, ce qu'on reconnaît, c'est la forme pulmonaire de la peste, qui souffle les vivants comme des flammes frêles,
Et il est vrai que la suite de la description semble plutôt concerner la peste bubonique. Ils avaient tout à coup des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine, ou les deux, et l'apparition de ces grosseurs était un infaillible signe de mort, signum mortis. Donc là, pour la peste que nous reconnaissons comme bubonique, il y a un signe. Cette maladie, ou peste, était appelée épidémie par les médecins. Et ec infirmitas seu pestilentia a medicis epidemia vocabatur. Il y eut donc, durant ces 2 années 1348 et 1349, je poursuis, un nombre de victimes tel qu'on ne l'avait jamais entendu dire, ni vu, ni lu dans les temps passés. Donc ce que l'on constate avec Jean de Venette, c'est qu'arrive une maladie inconnue, à laquelle on n'est pas préparé, qui n'est pas annoncée, ni par des signes corporels, ni par des signes célestes. On en meurt, mortalitas. On meurt de maladie, et d'une maladie qu'on peut décrire, mais qu'on ne sait nommer, sinon d'un mot générique, infirmitas seu pestilentia. Ce mot, pestilentia, n'appartient pas au lexique de la médecine savante, puisque les médecins, eux, disent épidémia. C'est ce que dit Jean de Venette, une maladie que les médecins appellent épidémie. Épidémia. C'est un mot d'origine grecque qui est présent dans le corpus hippocratique. Je m'appuie ici sur les travaux de Véronique Boudon-Millot, qui dirige l'édition critique des œuvres de Galien, le grand médecin grec du 1er siècle, qui est l'homme qui tenta de soigner les empereurs romains. Il vient du verbe grec épidémein, séjourner dans un territoire, qui donne le substantif épidémia, le fait de séjourner dans un pays. Pour Galien, une épidémie est ce qui arrive en même temps à un grand nombre de gens en un même lieu, en un moment donné. C'est donc une maladie générale par opposition aux maladies individuelles ou sporadiques. Les maladies individuelles, elles sont causées par ce qui est le plus individuel, c'est-à-dire le régime. Les maladies générales, elles sont causées par ce que nous avons de commun, l'air, que nous respirons. Et voilà pourquoi les traités des épidémies sont, dans la médecine gréco-latine comme dans la médecine arabe, des tableaux des climats, enfin climato-nosologiques. Parce que nous raisonnons, je le rappelle, dans le cadre général de la médecine ancienne, c'est-à-dire d'un système humoral, miasmatique, où l'homme est empoisonné par les exhalaisons de la terre, et où il n'y a pas de remède, sinon à aller renifler un autre air, l'air marin, par exemple. Ce système ignore, évidemment, l'existence des agents infectieux, c'est un monde sans microbes, mais il ignore aussi la notion de contagio, c'est-à-dire de transmission par contactus, par contact. Par conséquent, posons provisoirement le fait contre-intuitif que l'épidémie, épidémia, est le contraire de la contagion. Je dis provisoirement parce que lorsque nous élargirons le corpus à d'autres types de textes médicaux, et notamment ceux de la tradition islamique étudiés récemment par Justin Stearns, eh bien, on découvrira que les choses sont plus complexes que cela et qu'il est faux de penser que la notion de contagion doit attendre le XVIe siècle pour être découverte. Mais alors, qu'est-ce qu'une pestilencia? C'est une épidémia qui tourne mal. Galien appelle pestilence une épidémie fatale qui frappe les esprits par sa gravité. Donc, ce qu'il désigne par ce nom, épidémie, ce n'est pas une étiologie. Il va appeler grande pestilence, interminable pestilence, à la fois
la peste d'Athènes en 430, on va y revenir, et puis d'autres pestes dont il sait bien qu'elles ne sont pas causées par la même maladie, puisqu'il les décrit différemment. Mais au fond, à partir du moment où ça fait un grand nombre de morts, eh bien la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de remède, et que, sachant cela, les hommes prennent peur, et que cette peur déclenche une dynamique de destruction qui n'est pas seulement la destruction des corps, mais la destruction des âmes, et partant de la société tout entière. Autrement dit, pestilentia désigne une trame narrative, un scénario. Et voilà pourquoi Jean de Venette a raison de dire que ce n'est pas un mot de médecin, mais de poète et d'historien. À la toute fin de l'année 1367, lorsque la peste reprend, lorsqu'elle prend à Pétrarque son fils, Pétrarque, donc, écrivait depuis Venise à l'un de ses amis d'enfance, Guido Sette, archevêque de Gênes, une longue et belle lettre de Mutatione Temporum sur le bouleversement des temps, dans lequel il fait retour sur le fil de sa vie. Or, ce fil s'est cassé net en 1348, et comme le montre actuellement Étienne Hanheim dans son séminaire à l'EHESS, l'année 1348 est le principe organisateur de la constitution de son épistolaire en correspondance. Je reviendrai sans doute à la toute fin de ce cours, avant que je ne commence avec lui d'ailleurs, avec Étienne Hanheim, le séminaire, sur ce principe espérance, pour parler comme Ernst Bloch, qui noue étrangement la peste et l'acte d'écrire. J'y reviendrai à la toute fin parce que nous en sommes encore bien loin, puisque ce que je cherche pour l'instant à dire, c'est que la peste désigne d'abord la perte des mots pour la dire. Lorsque Pétrarque écrit cette lettre à son ami, nous savons que cet ami est déjà mort. Et il le sait peut-être lui-même, Pétrarque. Et c'est la deuxième missive du 10e livre des Lettres de la vieillesse, puisqu'on entre dans la vieillesse avec la mort de ses amis. Quid de aliis, quoi encore? Nous sommes dans le dernier cinquième de cette longue lettre. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde. Depuis 20 ans, elle afflige si bien toute la terre que, même si elle a cessé ou est en recul, elle n'est encore nulle part tout à fait éteinte. Chaque jour, quand on croit qu'elle a disparu, elle revient et assaille ceux qu'envahissait une brève joie. La peste peut être dite universelle parce que l'épidémie est devenue à la fois endémique et pandémique, c'est-à-dire qu'elle échappe totalement au contrôle des hommes qui ne peuvent même plus la nommer puisqu'elle déborde le cadre conceptuel de l'art médical pour qui une épidémie était la maladie d'un lieu. Que devient alors le nomen pestis, le nom même de peste? Nomen pestis auditum erat et in libris lectum. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, et cela ne nous sert à rien. Les mots du passé ne nous sont plus donc d'aucun secours face à cette maladie nouvelle qui nous laisse démunis. Il faut mesurer l'ampleur du désarroi pour les humanistes, c'est-à-dire pour Pétrarque, et pour nous encore, si nous voulons croire que nous sommes embarqués avec lui dans la grande aventure de la modernité. Dans ce cas, quand on est embarqué, lorsque tout tangue autour de nous, qu'on se sent au bord de chavirer, on s'accroche au bastingage, on s'agrippe aux livres qui sont les planches de salut de la vie lettrée. Mais que faire quand ces livres ne nous disent rien d'autre que cela? La peste est le mal. Et l'homme ne peut rien contre le mal, puisque ce mal, le mal,
est ce manque qui gît au cœur du langage et qui empêche aux êtres parlants d'avoir raison du monde. Il nous faut donc désormais aller voir directement ce que j'appellerais, sinon la source du mal, du moins la scène originelle, celle où s'expérimente pour la première fois et le désir de voir et l'impossibilité de dire. L'épisode matriciel, la scène originelle, c'est donc le récit de la peste d'Athènes de 430-427 avant notre ère, ou plus exactement, le récit qu'en donne Thucydide au livre 2 de la guerre du Péloponnèse. L'historien grec, on le sait, prétendait, Thucydide, voir par lui-même, autopsia, voir par lui-même, et ce à quoi il n'avait pas assisté, il le rapportait d'après, je le cite, une enquête auprès d'autrui avec toute l'exactitude possible. Sa méthode, du moins celle qu'il expose et revendique, est de traquer les sémeion, les indices, qui sont comme des points de lumière parsemant le réel, ou plus exactement des points où la lumière de la vérité se réfléchit, et il procède en cela en juge et en médecin. Dans L'évidence de l'histoire, ce que voient les historiens, paru en 2005, François Hartog a montré comment l'écriture de l'histoire est pour Thucydide la recherche de l'acribie, l'acribeia, qui n'est pas seulement l'exactitude, mais l'adéquation entre le discours et le réel, à la manière d'une armure qui colle parfaitement au corps. L'autopsie de Thucydide fait voir l'histoire en l'ouvrant au regard et en l'ouvrant à un regard d'acribie, d'exactitude. Et c'est une manière de voir clair, mais aussi une manière de voir venir. Et c'est pourquoi d'ailleurs Thucydide pratique une histoire au présent. S'il cherche à décrire la peste qui frappe les Athéniens en 430, c'est parce qu'elle est sans précédent. On n'avait nulle part le souvenir de rien de tel comme fléau, loimos, ni comme destruction, phtora, de vie humaine. Or, face à cette destruction, que faire? Eh bien, il faut dire comment, je le cite d'après la traduction de Jacqueline de Romilly, comment la maladie se présentait, dire comment la maladie se présentait, les signes à observer, pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. On comprend, en tout cas, pourquoi, même si, en fait, la consécration de Thucydide comme père de l'histoire véritable date des Grecs, c'est Polybe, le premier qui le célèbre comme tel, ou de Denis d'Halicarnasse qui disait de lui « il a toujours en vue la vérité dont l'histoire est la prêtresse », comment c'est tout de même l'histoire, l'école positiviste du XIXe siècle qui l'érige comme figure tutélaire, au point que Nicole Laurault crut devoir rappeler aux hellénistes en 1980, dans un article fameux des Quaderni d'Historia, Thucydide n'est pas un collègue. On insiste bien davantage aujourd'hui sur la proximité avec l'écriture tragique, par exemple. Dans un autre article, paru en 1986 dans Métis, et tous ces articles viennent d'être rassemblés dans un beau volume, toujours de Nicole Laurault, donc sous ce titre « Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse », et qui glose son incipit. Thucydide d'Athènes a rassemblé par écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Nicole Laurault remarque que la situation de témoin direct n'est attestée, selon ses propres dires, que 2 fois, une fois lors de la campagne de Brasidas et une autre fois lors de la peste d'Athènes. Moi-même, dit Thucydide, je me suis trouvé atteint et j'ai aussi vu de mes yeux les patients. C'est vraiment l'œil de l'histoire, mais aussi le corps de l'historien qui se trouve directement atteint par le mal et qui développe donc proprement un discours de survivant pour que
cela ne se reproduise plus. Qu'a-t-il vu et qu'a-t-il ressenti? La tête qui chauffe, les yeux enflammés, la langue à vif, le souffle irrégulier et fétide, tels sont les symptômes que décrit Thucydide, qui gagnent le corps de haut en bas. Tout le monde a compris que ce n'est pas la peste au sens de Yersinia pestis. C'est une maladie infectieuse, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais je prends peste, non pas comme on le comprend depuis 1894, mais comme, effectivement, voilà, le monde ancien le comprenait. Ce mal donc descend d'abord dans la poitrine, éternuement, essoufflement, retourne le cœur, et même si la peau ne brûle pas, on se consume d'un feu intérieur qui vous tue en 8 jours, et si on en réchappe, alors le corps évacue par vomissement, par diarrhée, de la bile noire qui forme le sang épais et recuit, et puis généralement on en meurt aussi, mais plus longtemps et d'épuisement. Mais le plus important n'est pas dans la description très fameuse de Thucydide, mais dans l'aveu de sa mise en échec. Parce qu'une fois qu'il a décrit tout ça, il dit « Les mots sont impuissants à décrire les caractéristiques de ce mal. Il infligea à ceux qui furent touchés une épreuve dépassant les forces humaines. » Les forces humaines, y compris les forces humaines de l'être parlant, qui devrait trouver pour l'avenir les mots pour la dire et la prévenir. Tel est le fait majeur. Et il apparaît à celui qui écarquille les yeux pour voir venir, ce père de l'histoire véritable qui ne trouve plus les mots pour le dire. La peste est une maladie qui échappe à la médecine, comme le remarque justement Florence Dupont, et qui, plus profondément encore, n'est pas à la mesure de l'homme. Voici pourquoi ce ne sont pas les mots de la médecine qui peuvent la dire. Pas plus que pestilentia pour les latins, le mot grec qu'utilise Thucydide, je l'ai déjà dit, loimos, n'appartient au répertoire nosologique du corpus de la médecine hippocratique. Hippocrate et son contemporain. C'est un mot de poète. Hésiode, Homère nomment ainsi loimos, le signe apollonien d'un des ordres cosmiques. Son emploi dans la littérature grecque est dépendant d'un fait de langue. Le rapprochement quasi homonymique entre les deux substantifs masculins limos et loimos. Limos, c'est la faim éprouvée par un individu et partant par une communauté, donc la famine. Et loimos, c'est la maladie commune affectant non pas l'individu, mais la communauté, disons la pestilence. Leur rapprochement est toujours un ressort narratif chez Hésiode, où les deux calamités s'entraînent et cumulent leurs effets. C'est l'origine, au fond, de la notion de fléau médiéval, peste et famine. C'est dans cette langue grecque et avec cette tradition littéraire que doivent s'affairer les auteurs grecs, et notamment Thucydide, qui cherche précisément à se démarquer de Hérodote dans la guerre du Péloponnèse, et donc qui, comme le remarque Jacques Jouanna, va soit en faisant varier les cas, limou, loimos, les genres, il parlera de famine au pluriel, limoi, qui conserve le singulier pour le seul loimos, ou développement des substantifs, loimodes nosos, la maladie pestilentielle. Bien, bref, il fait tout pour écarter en fait la symétrie, pour éloigner cet effet de redondance, pour, au fond, réarmer la notion de loimos, qui chez Thucydide n'est pas un fléau comme les autres. C'est la maladie du corps social qui est le signe de son débordement. D'abord, parce qu'elle vient d'ailleurs. Au contraire, donc, d'une épidémie. De plus loin que l'Égypte même, d'Éthiopie, os legetai, dit-on. Une maladie nouvelle et terrible qui frappe une ville d'Athènes, affaiblie en 430 par la surcharge démographique,
dit que ce sont d'abord les réfugiés venus des campagnes alentours qui meurent. Si l'épidémie est une fatalité géographique, une maladie commune propre à un lieu, la peste est un accident de l'histoire. Et voilà pourquoi elle devient d'ailleurs rapidement une affaire de gouvernement, obligeant Périclès, alors stratège, à se justifier dans un grand discours de la manière dont il a échoué à protéger les Athéniens, où il dit, oui, vous m'en voulez, parce qu'il y a la peste, c'est normal, mais bon. Et le scandale politique qui est suscité par la défiance envers le grand homme précipite la prise de conscience de l'événement, ce qui n'empêche pas, je suis désolé, le stratège d'être réélu à la fin, en 429. En réarmant le pouvoir des mots, Périclès, médecin du corps social, relance l'histoire. Parce que celle-ci était à l'arrêt, était figée dans un présentisme interminable et poisseux. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent, écrit Albert Camus dans La Peste, commentant ici, je vais le dire tout à l'heure, strictement Thucydide. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent. Ni diagnostic, ni pronostic. Les mots font défaut aux gouvernants comme aux médecins et aux médecins comme aux prêtres. Les oracles ont failli. On se souvient alors, dit Thucydide, de cet oracle de Delphes, ce vers delphique, on verra arriver la guerre dorienne et avec elle l'épidémie. Mais on avait oublié le bon mot. Était-ce limos ou loimos? C'est toujours cette langue qui fourche, ce nom double sur le bout de la langue. Ce n'est pas qu'on avait oublié, c'est qu'on se disputait. Il y eut désaccord, écrit Thucydide. Et l'on sait que ce désaccord sur le sens des mots est proprement l'amorce de la guerre civile. On décida donc d'ajuster la prophétie aux besoins du présent et l'on dit finalement loimos. Et Thucydide commente de ce trait prodigieux, les gens réglaient en effet leurs souvenirs sur ce qui leur arrivait. Il n'y a pas eu d'oracle, donc il n'y aura pas de remède. Devant l'inconnu, les médecins renoncèrent, s'abandonnant au mal. Ce que dit Thucydide décrit donc très exactement ce découragement et comment ce découragement fut à l'origine d'un désordre moral croissant. C'est que, selon une autre formule célèbre, qui est la clé de cette fiction politique de la société de peste que l'on explorait la semaine dernière, l'on ne se sentait plus tenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois des hommes. Donc, va pour les satisfactions rapides de la débauche, puisque, avant de la voir s'abattre, on trouvait bien normal de profiter un peu de la vie. Je cite toujours Thucydide. La déchéance des âmes accompagne celle des corps, on perd le sens de la justice, de la pudeur, les valeurs du beau et de l'utile deviennent incompréhensibles. On dirait aujourd'hui que c'est la décence commune, au sens orwellien, qui est attaquée. Et c'est dans cette perspective du grand déchaînement orgiaque de la peste qu'il faut comprendre le passage si impressionnant sur l'impossible sépulture, qui est le passage que ensuite tout le monde va recopier, ou même plus va imiter, plus d'ailleurs avec lequel il va concourir dans une émulation, jusqu'à Boccace, évidemment, et qui est, d'ailleurs comme les scènes orgiaques, toujours démenti par les archives du sol. C'est-à-dire que l'archéologie funéraire ne documente jamais une telle panique funéraire. Donc, il faut comprendre, au fond, que si elle est décrite par Thucydide, et puis ensuite par tous les autres, c'est pour accréditer, en fait, ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, voilà, c'est le mal. Et quel est le scandale grec par excellence, le scandale tragique? C'est l'impossible sépulture, et en particulier des guerriers. Car, ne l'oublions pas, Thucydide écrit la guerre du Péloponnèse.
Et ce qu'il cherche à démontrer, c'est que cette guerre, inséparable des fléaux qui l'accompagnent, a changé le visage politique de la Grèce, que c'est un trait anthropologique global. Et, pardon, mais la phrase qui me vient, et évidemment, on ne se refait pas, le début des guerres d'Italie de Guy Chardin, qui écrit à l'ombre de Thucydide, évidemment, et débute son fameux récit de la descente de la Fruia Franchese et des armées de Charles VIII en 1494, lorsqu'il passe les Alpes, est entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement change les États, mais aussi les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Or, comment exprimer de manière plus frappante, plus effrayante cette rupture, sinon en décrivant l'offense faite aux cadavres? Des corps gisaient au moment de mourir les uns sur les autres. On ne prenait plus la peine de les ensevelir. Les voici donc qui débordent. Les voici jusque dans les lieux sacrés. Et ici intervient le passage essentiel. C'est ainsi que furent bouleversés tous les usages observés auparavant pour les sépultures. Chacun ensevelissait comme il pouvait et beaucoup eurent recours à des modes de funérailles scandaleux. On retrouve donc ici, d'ailleurs, un autre article de Nicole Lauroux, paru toujours dans Métis en 1997, un absent de l'histoire, le corps, dans l'historiographie thucydidéenne. Ce que montre Lauroux, c'est que, évidemment que ce corps meurtri, c'est le soma de la cité, frappé d'asthénie. Asthénéia dit à la fois la faiblesse et la maladie. Évidemment que ce qu'il faut montrer, c'est que Athènes entre dans la guerre exsangue, et que c'est aussi une fatigue démocratique, et que parce que c'est une fatigue démocratique, il faut un homme avisé, un gouvernant comme Périclès, pour la soulager. Mais il convient aussi de démétaphoriser le corps du texte. Il s'agit bien, là aussi, du corps des hommes. Comment souffre-t-il? Le sang ne coule pas, mais le corps se vide de sa bile noire, et à cette maladie politique, effectivement, eh bien, il faut des remèdes politiques. N'oublions pas que dans le récit de Thucydide, la peste de 430 est le récit d'une entrée en guerre. Mais pas comme dans le chant premier de l'Iliade où la peste est le partenaire de la guerre qui se joint aux armes pour dompter les Achéens. Ici, ce n'est pas seulement que les Athéniens entrent en guerre affaiblis, déjà vaincus par le mal, c'est que l'épitaphios, la destruction, ne peut être que déshéroïsée. Dans le lexique grec, cela revient à la déviriliser. Je l'ai dit, le récit de la maladie descend toujours de la tête aux extrémités du corps, et très explicitement, Thucydide décrit la manière dont le loïmos atrophie les organes sexuels des guerriers. Cette castration a d'ailleurs son pendant linguistique. Nicole Lauroux remarque que ce ne sont pas des andrès, des hommes virils, qui meurent, mais des anthropoi, des êtres humains. Et propose, c'est intéressant parce que je pense que proposer une histoire genrée de la peste, ce n'est pas seulement s'intéresser à la répartition par sexe de la mortalité, mais bien se demander ce qu'elle fait aux critères de genre. Et ici, les hommes meurent comme les femmes, de la même manière et autant. Et donc, il ne peut pas y avoir d'oraison funèbre pour les pestiférés. Ils sont privés de cette belle mort qui ménage toujours la possibilité d'une victoire dans la catastrophe. Autrement dit, la guerre commence et c'est déjà une défaite puisque la belle mort est finie. Il faut aller jusqu'au bout, vous voyez, de cette logique du texte de Thucydide pour ne pas ensuite être dupe de toutes ces reprises médiévales. Mais malgré tout, il y a bien eu une peste, enfin en tout cas une maladie, à Athènes et dans l'Attique entre 430 et 427. C'est une métaphore, mais il faut aussi la métaphoriser. Pratiquement aucune historienne ou aucun historien aujourd'hui ne doute de
l'existence de cet événement. Donc, c'est une maladie. Mais laquelle? Alors, je l'ai dit, Thucydide fournit un certain nombre de symptômes, la fièvre, la diarrhée, la langue qui devient sanguinolente, l'éruption de phlyctène et d'ulcères. Il affirme que les chiens et les oiseaux charognards n'approchaient pas les cadavres et que ceux qui le font, qui avaient dévoré par mégarde, mourraient. Il remarque que ceux qui en réchappent ne sont pas atteints une seconde fois de façon mortelle, ce qui est une excellente définition de l'immunité acquise. Et pour le reste, et même s'il existe depuis la fin du XIXe siècle une centaine de propositions savantes de diagnostic rétrospectif, aucune n'est susceptible de faire consensus dans la communauté savante, et pour une raison qui, à mon avis, est celle que je tente d'exposer, c'est-à-dire que ce que dit Thucydide, c'est qu'on ne peut pas le dire, et donc il donne des indices, mais pas assez, suffisamment pour relancer le tourniquet interprétatif, mais pas assez justement pour l'arrêter. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit manifestement d'une infection virale qui provoque un choc toxique, mais qui ne correspond à aucune maladie dans sa forme actuelle. La variole est l'hypothèse la plus fréquente et la plus ancienne, puisque en fait c'est le médecin grec persan Rhazès qui l'avait déjà proposé dans son traité de 910, mais dans ce cas, ce n'est pas la nôtre, si j'ose dire, ce n'est pas la même pathologie que celle qui a notamment ravagé le continent américain au XVIe siècle, et qui est, je le rappelle, la seule maladie infectieuse d'origine virale dont l'OMS a déclaré l'extinction, l'éradication en 1980, à la suite d'une campagne mondiale de vaccination. On a proposé d'autres rétrodiagnostics, le typhus, la rougeole, la fièvre d'Ebola et la fièvre typhoïde, qui ne correspond pas vraiment à l'étiologie décrite par Thucydide, mais dont le cours de cette hypothèse remonte actuellement du fait des travaux de l'équipe de Manolis Papagrigorakis, qui a trouvé 3 squelettes. Alors bon, sont-ils bien datés? Est-ce qu'il n'y a pas de contamination de l'échantillon? Mais 3 squelettes qui correspondraient à ce moment-là de la peste, et l'analyse ADN de la pulpe dentaire des restes osseux de ces sépultures donne plutôt la variole. Ça reste la fièvre typhoïde. Ça reste très fragile, mais ça prouve au moins, c'était ma minute d'histoire positive, que seule la paléomicrobiologie pourrait à l'avenir trancher une question que la philologie laisse indécidable pour des raisons qui sont, à mon avis, des raisons structurelles au texte. On pourrait dire la même chose de la mesure de l'impact démographique. Là encore, il y a des pages et des pages, mais finalement, ça repose sur une extrapolation bien mince d'un passage de Thucydide qui signale la mort de 1050 hoplites sur 4000 en 40 jours la première année de l'épidémie. Bon, voilà, donc après, si on évalue la population d'Athènes et de l'Attique, ça donnerait 75 000 morts ou un peu plus, entre 430 et 426. Tout aussi hypothétique, d'ailleurs, est la mesure de son empreinte sur l'imaginaire. Dans un livre paru en 2008 sous le titre « Plague and the Athenian Imagination », Robin Mitchell Boyard s'y est essayé, en cherchant la présence de la pestilence dans 6 tragédies d'Échille et de Sophocle sous la forme différée et déplacée de la latence, qui est au fond la forme d'expression que l'on cherche. Une chose est bien probable, c'est que la maladie qui a suscité, c'est cette maladie-là qui a suscité l'installation du culte d'Asclépios dans la ville d'Athènes, et en un lieu qui est tout sauf anodin, puisqu'on bâtit son temple en contrebas du théâtre de Dionysos, et que peut-être, c'est une hypothèse, que Sophocle a été un prêtre d'Asclépios, que ce qui est représenté dans l'Hippolyte d'Euripide ou dans l'Oedipe de Sophocle, c'est donc aussi la possibilité de la guérison théâtrale du corps social par l'expiation tragique. Mais
je dirais que plus profondément, ce lien entre la peste et la tragédie nous ramène à l'écriture tragique de Thucydide et à la mesure de ce que les philologues appellent aussi une contamination textuelle, c'est-à-dire la manière dont son récit de la description de cette maladie à Athènes s'impose à la littérature gréco-romaine sous le nom générique, scénaristique de pestis. C'est évidemment dans la tradition de la langue grecque, dans ce cas-là c'est l'oïmos, et où que l'on peut suivre les motifs thucydidéens, dans le récit de Procope de Césarée de la peste dite de Justinien qui frappe Constantinople au printemps 542, mais ça on en parlera plus tard. Les symptômes du loïmos ne sont pas du tout les mêmes, parce que pour le coup, la peste dite justinienne, c'est la peste médicale, celle de Yersinia pestis, c'est la première pandémie, mais la description des conséquences sociales et politiques est décalquée sur celle de Thucydide. De même, lorsque la deuxième pandémie de peste frappe à nouveau Constantinople en 1347, comme l'a montré Marie-Hélène Congourdeau, les histoires de l'empereur Jean VI Cantacuzène, qui est empereur en 1347 et puis qui ne l'est plus lorsqu'il écrit ses mémoires, et l'histoire romaine du grand érudit Nicéphore Grégoras, qui sont les deux sources narratives les plus prolixes sur l'événement, sont l'une comme l'autre étroitement dépendantes de la description de la guerre du Péloponnèse, au point d'ailleurs que certains historiens doutent de leur valeur documentaire. Et donc, il faut effectivement, même si on veut faire de l'histoire positive, essayer de mesurer l'importance de cette contamination textuelle. Alors, si on dévide le fil gréco-romain, puisque je laisse pour l'instant de côté les sources grecques et arabes, du point de vue philologique, la première étape, c'est évidemment l'histoire des traductions. Elle se déroule hors champ de la chronologie stricte de mon enquête, puisque la réception latine de Thucydide est dépendante de sa traduction par Lorenzo Valla en 1452, même si Thucydide n'a pas du tout l'importance de Plutarque dans l'historiographie de la Renaissance, parce qu'on ne goûte plus alors sa prose un peu austère. Sa description de la peste d'Athènes participe de la mise en place d'un code littéraire du fléau, notamment dans les textes français du XVIe siècle. Ainsi, dans sa thèse toute récente « La peste à la Renaissance, l'imagination d'un fléau dans la littérature du XVIe siècle » parue en 2020, Brenton Hobart décrit la mobilité textuelle des motifs thucydidéens qui migrent depuis la traduction très approximative de Claude de Seyssel, paru de manière posthume en 1527, l'histoire de Thucydide athénien, vers Clément Marot, Agrippa d'Aubigné, mais aussi Rabelais, Montaigne, pour conformer ce théâtre de cruauté qui caractérise le temps des troubles de religion, où la peste métaphorise les malheurs universels du monde. Pourtant, et le fait a été noté depuis longtemps, on ne peut lire la description de la peste de 1347 dans le Décaméron de Boccace sans le mettre en regard du récit de Thucydide. Tous les motifs de la destruction sociale, de la panique funéraire y sont repris, et tous ces motifs que, encore une fois, ni l'archéologie funéraire ni l'histoire sociale ne documentent. C'est donc du côté de l'intertextualité que doit être cherché le sens d'une telle description. C'est un problème très classique de la philologie italienne, depuis les travaux de Giovanni Getto en 1958. En gros, puisqu'il est bien peu probable que Boccace ait appris suffisamment de grec, il en savait un peu, pour aller puiser directement dans la guerre du Péloponnèse, il faut donc que ces sources soient des adaptations latines du récit de Thucydide. Or, ces adaptations ne manquent pas. On en trouve chez Ovide, dans les Géorgiques de Virgile, chez Sénèque, mais toutes passent au filtre de la reprise poétique par Lucrèce au dernier chant du De Natura Rerum, qui s'achève par le récit d'une peste
ayant ravagé Athènes autrefois, quondam, après avoir frappé les bergers et leurs bêtes dans les campagnes environnantes. Donc, il décrit une zoonose et un saut d'espèces que ne décrivait pas Thucydide. Lucrèce, c'est quoi? Ce que lit majoritairement Boccace. C'est une leçon d'épicurisme qui tire toutes les conséquences philosophiques, politiques, morales de l'atomisme de Démocrite, puisque tout ce qui nous arrive n'est pas explicable par l'intervention des dieux, mais par les lois de la nature, alors il est inutile de se pencher jusqu'à terre en se prosternant et tenir la paume de ses mains ouvertes en face des sanctuaires divins. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble. Pour Lucrèce, le drame des Athéniens en 430 réside dans le fait qu'ils n'avaient pas encore bénéficié de l'enseignement d'Épicure, né un siècle plus tard, né un siècle trop tard. Épicure d'Athènes, qui, par sa science, attachant notre existence à des tempêtes si grandes, à des ténèbres si profondes, arrachant, notre existence à des tempêtes si grandes, à des ténèbres si profondes, a su l'asseoir dans un calme si tranquille, dans une si claire lumière. Ainsi, dans ce beau passage, nul répit dans le mal, épuisé, les corps gisaient immobiles, saisis d'une crainte muette, la médecine ne savait que balbutier, tandis que le malade tournait sans cesse vers elle, ses yeux grands ouverts, enflammés par la fièvre, privé de tout sommeil. La peste d'Athènes devient donc avec Lucrèce un mythe philosophique, comme l'a montré Monica Gale, ou plutôt elle le redevient, puisque Thucydide avait déjà transformé le loïmos homérique, et c'est peut-être ce passage par le mythe qui le constitue en fiction politique. Alors, si la philologie travaille dans le texte boccacien à départager soigneusement les apports de Virgile, Sénèque, Ovid, Lucrèce, l'histoire textuelle ou l'histoire tout court peut envisager comme phénomène global de reprise et d'émulation de Thucydide dans la littérature gréco-romaine, la constitution, donc, au filtre du mythe philosophique de Lucrèce, de ce que je propose d'appeler, au risque de vous lasser, une fiction politique. On apprend par exemple dans les progymnasta, c'est-à-dire les exercices préparatoires de rhétorique d'Aelius Théon, qui est un sophiste alexandrin du 1er siècle de notre ère, que l'ekphrasis pathétique du récit de peste, c'est un exercice d'école pour les orateurs. Tout le monde l'attend. Et d'une certaine manière, quand on doit décrire une peste, même si ce n'est pas celle-là, on ne vous croira pas si vous ne reprenez pas des motifs de Thucydide. Benoît Rossignol a entrepris d'étudier de manière sérielle tous les témoignages sur la peste antonine, qui est une épidémie sans doute de variole, pour le coup, qui a frappé l'Empire romain de 165 à 190, donc au temps de Marc Aurèle et de Commode. Il l'a fait à partir des œuvres de Hérodien, de Dion Cassius et d'autres. Il a livré ses premiers résultats en juin 2019 à l'École française de Rome, dans la première session d'une ANR, sur les pestes et sociétés humaines, émergence, évolution et transformation bioculturelle, acronyme PSHIT, dirigé par Dominique Castex. Et Benoît Rossignol montre que les descriptions de la peste antonine hésitent entre la mimésis du vrai et la mimésis du texte. C'est-à-dire qu'un texte qui décrit une pestilentia peut-il être reçu pour vrai s'il s'éloigne du modèle thucydidéen? Mais celui-ci n'est pas stable. Et certains de ces motifs s'épuisent. D'autres, par exemple la présence ou non d'une zoonose, depuis Lucrèce, s'imposent à la faveur d'une contamination progressive par la littérature médicale. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde, écrivait Pétrarque. Que désigne, au total, le nomen pestis? On pourrait dire les choses simplement. La peste, c'est le mal. Le mal en général.
le mal absolument. Chez les encyclopédistes du 1er siècle déjà, dans les histoires naturelles de Pline l'Ancien, comme dans le De Medicina de Cels, pestis et pestilentia, ainsi que les adjectifs pestens et pestifère, désignent le monde exubérant du danger et de la mort. Les animaux tueurs, comme le crocodile, sont des pestes, tout comme les animaux venimeux, comme le scorpion, petit mais pernicieux, comme les sauterelles, certaines plantes même, le suc des mandragores est un poison, une peste, écrit Pline. Et dans un colloque sur l'oimos pestis peste qui s'est tenu à Marseille encore en octobre 2020, Valérie Bonnet, qui est historienne de la pharmacopée plinienne, a montré que pestis ne désignait au fond que cela, une mort atroce et la peur qu'elle inspire, y compris quand c'est des petites choses, comme des sauterelles. Voilà, c'est ça une peste, c'est pour ça qu'on peut appeler sa petite nièce peste. Voilà. Ça a à voir avec la peur. Présentant d'ailleurs ses recherches doctorales en cours sur les maladies pestilentielles dans l'Italie de la Rome républicaine, au cours de ce même colloque, Diane Ruiz-Moiret avait aussi montré que cette peur n'est pas consécutive à la pestilence, mais constitue bien la modalité de contagion des esprits. Ainsi, l'écrit Tite-Live. Et les morts faisaient périr les malades, les gens bien portants, par la peur, cum metu, d'une part, par la putréfaction et l'odeur pestilentielle de leur corps, d'autre part. C'est-à-dire qu'elle contamine à la fois les âmes et les corps. Et la pestilencia désigne donc moins une maladie que l'effroi que suscite sa perception collective, comme danger sanitaire, mais aussi comme menace plus globale pour la communauté politique. Oui, la peste, c'est le mal. Mais le mal, au sens de Georges Bataille, qui creuse dans le texte même l'impossibilité à dire, la défaillance des mots qui manquent. Pestis ne désigne donc rien d'autre que cette ronde obstinée, beckettienne, qui essore le langage et ridiculise toute velléité humaine de mettre de l'ordre dans ce qui le détruit. Surtout si cet ordre se prétend chronologique. Voilà pourquoi je conclurai en compliquant encore davantage ce récit chronologique. Ce n'est pas seulement qu'il faut aller chercher chez Thucydide l'origine de ce mot pestis pour savoir ce qu'ils entendaient par là. En 1996, l'helléniste Paul Demont découvrit à la Bibliothèque nationale 4 feuillets rédigés par Camus et datés de sa main août 42, septembre 43, ce qui correspond à un avant-texte de son roman finalement publié en 1947, La peste, et qui connut, comme on le sait, plusieurs réécritures, plusieurs versions. Dans cet avant-texte finalement abandonné, on lit le journal de peste d'un professeur de latin grec, Philippe Stéphan. Il comprend, note Camus, qu'il n'avait pas compris jusque-là Thucydide et Lucrèce. Et voilà comment les épreuves du présent permettent de jeter des lueurs d'intelligibilité sur le passé. Philippe Stéphan disparaît du roman, dont la dynamique, vous le savez, consiste à donner un nom au narrateur qui jusque-là disait « nous ». Cette chronique touche à sa fin, il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. Tout son effort fut donc de faire passer l'imaginaire de la peste, la peste de l'imaginaire au réel, ainsi que le commente l'anthropologue Frédéric Keck dans son dernier livre « Signaux d'alerte ». Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. C'est pour cela que Charles Rosenberg lit La peste pour comprendre le récit épidémique en 3 actes. Vous vous en souvenez peut-être, c'était la semaine dernière. Car au début, les curieux événements qui affectaient notre ville d'Oran, mais qui ça nous, jusqu'à nous, jusqu'où ce nous camusien, nous les Arabes, nous les Juifs, c'est un problème. Le Oran de la peste est une ville blanche. Ces curieux événements n'ont rien à y faire, de l'avis général
Ils n'y étaient pas à leur place. Ce qui est effectivement une définition exacte de l'épidémie. Mais on comprend bien en lisant aujourd'hui La peste, en y reconnaissant ce tempo épuisant de la séparation, qui est sans doute le mot-clé d'un roman qui décrit aussi une guerre d'occupation. Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués, que le mot peste, dès qu'il est prononcé, oriente à la fois vers une maladie, et en ce sens Camus est un moderne, et une métaphore, et en ce sens il ne l'est pas. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Ça, c'est le début du fameux chapitre qui pose à la fois le diagnostic qui manquait à tous ceux qui, de Thucydide à Pétrarque, le subissent sans le comprendre, et transmettent jusqu'à nous cette impossibilité à comprendre qui n'est rien d'autre que le mal dans l'histoire. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Et là, évidemment, dans cette phrase de Camus, vous voyez que tout ce à quoi il a renoncé, le journal du professeur de latin-grec qui commente Thucydide, Lucrèce, etc., tout ça se trouve rassemblé. Tout ça se trouve rassemblé dans un ordre qui est tout sauf chronologique. Et voilà ce qui justifie sans doute l'exergue du roman, emprunté à Daniel Defoe. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Je l'avais déjà rappelé la semaine dernière pour expliquer pourquoi Jean Delumeau considérait que le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, 1722, était, malgré sa nature fictionnelle ou du fait même de sa nature fictionnelle, notre meilleur document sur les sociétés frappées par l'épidémie. Je rappelle que Defoe compose son journal fictif à partir d'une impressionnante collecte documentaire qu'il fait œuvre d'historien, comme Walter Benjamin dit qu'il faut faire œuvre d'historien. Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont passées réellement, cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger, s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. L'annonce de la peste de Marseille en 1720 fait craindre aux Anglais que l'épidémie gagne à nouveau leur île. Voilà ce qui décide Daniel Defoe à rassembler tous les savoirs disponibles de la peste pour tenter de faire rempart à la destruction en les réorganisant, ces savoirs, dans un récit fictif, celui de la peste londonienne de 1665, la dernière catastrophe en date, celle dont on veut conjurer le retour. Écrire pour voir venir. Defoe interrompt donc la rédaction de son roman Moll Flanders pour publier d'abord en 1722, il est constamment à court d'argent, donc il flaire aussi l'opportunité éditoriale, un opuscule intitulé « Préparatifs convenables pour la peste, aussi bien pour l'âme que pour le corps, comprenant des pensées opportunes sur l'approche visible de la terrible épidémie présente en France, les méthodes les plus propres à l'enrayer et le grand œuvre de s'y soumettre. » Les méthodes, c'est en gros être un Robinson londonien, c'est-à-dire stocker des vivres comme on arme un navire et les enfermer secrètement chez soi pour tout prévoir et se cadenasser et se séparer. Et puis ça ne marche pas. Et puis à la fin, effectivement, ça déborde. Et ce débord, c'est justement le journal de l'année de la peste, qui est d'abord, au fond, le récit de la progression inéluctable du mal. De même que Procope campe les pestiférés du temps de Justinien à la manière des agonisants de Lucrèce comme insomniaques et pleins d'imagination, Daniel Defoe décrit la fièvre des mélancoliques qui procure à ceux qui la subissent une lucidité intense au prix de ce délire de petitesse dont parlait Freud dans Deuil et mélancolie. J'ai aussi entendu parler de gens qui, à la mort des leurs, étaient restés
complètement hébétés de leur insupportable chagrin. L'un d'eux en particulier fut si totalement écrasé par la pression exercée sur son humeur que sa tête s'appesantit peu à peu sur son corps et rentra si bien dans les épaules que son crâne finit par n'être qu'à peine visible au-dessus de l'os des épaules. Nous sommes là, vous le voyez, plus très loin du dépeupleur de Samuel Beckett. C'est que les pages les plus saisissantes de Daniel Defoe touchent à cette vérité profonde qui donne le nom de peste à la destruction du langage. Il mène son lecteur, comme chez Thucydide, comme chez Boccace, au bord de la tombe, avec ces gens infectés que la mort prochaine jetait dans le délire et qui préféraient s'enterrer eux-mêmes plutôt que d'attendre la mort. Cela fera un peu voir l'affreuse condition du moment, encore que rien de ce que l'on en dira n'en puisse donner une idée exacte à qui n'y a pas assisté, sinon que ce fut très, très, très affreux, et qu'aucune langue ne saurait en exprimer l'horreur. Très, très, très affreux. On lit dans les lettres du théologien Démétrios Kydones pour l'année 1347, mais aussi pour 1361, année de reprise de l'épidémie, qui exprime aussi la détresse morale face à la vue des tombeaux, des amis, de la mort des enfants et des parents, d'une maison emplie de lamentations, alors qu'on ne sait pas soi-même si l'on vivra jusqu'au soir, je le cite. Le même bégaiement, j'ai peur, peur, peur de mourir. Cette impossibilité à dire, c'est le mal. Elle frappe les 3 coups du théâtre de la peste. Nous allons donc nous installer dans ce bégaiement, qui est aussi un bégaiement du temps, puisqu'à partir de maintenant, il faudra entendre le mot peste comme Pétrarque et comme Camus, comme Alexandre Yersin et comme Thucydide, c'est-à-dire en comprenant de quoi il s'agit et en ne comprenant pas de quoi il s'agit. Bref, il s'agira à partir de maintenant de suivre Thucydide jusqu'au bout, puisque, et je cite une dernière fois le mémorandum de la peste de Georges Didier Huberman, qui m'a accompagné dans ces 3 premiers cours, la peste, avant d'être la peste, se sera tellement laissé infecter par l'imagination de la peste, ses futurs antérieurs, ses prémonitions. Les hommes, dans la peste, se souviendront, futurs, qu'il n'y avait eu, plus que parfait, des présages. Ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide, en réponse à la question « Comment la mémoire des temps se garde-t-elle quand même ?» Pour le comprendre, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine quand même. Merci.